Good morning, everybody. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir décidé d'assister à notre atelier, à notre session parallèle. Je voudrais très brièvement nous présenter les membres du panel avant que nous n'ayons la possibilité d'entrer dans le vif du sujet. Alors, nous sommes un peu en retard par rapport à l'horaire prévu. Je vais donc essayer d'être relativement rapide pour récupérer le temps perdu. Je m'appelle Massimo La Rosa. Je travaille pour la Commission européenne, pour la partie aide humanitaire de la Commission européenne, DG ECHO, et je suis conseiller thématique mondial sur les déplacements forcés et la migration. Je m'appelle Camilla Hagström. Je proviens également de la Commission européenne, mais de l'autre côté de la maison, si je puis dire. Je viens du département développement de la DG DEFCO et je couvre également un domaine de travail légèrement différent. Je planche plus particulièrement sur la migration et ce sera pour moi un sujet extrêmement intéressant. Ce sera très intéressant d'écouter vos débats. Alors, nous avons également le représentant ici du ministère de la Famille, des Affaires sociales et politiques. Nous avons donc le directeur général adjoint, Monsieur Ozdag. Je voudrais le remercier de s'être joint à nous. Nous avons également Jonathan Campbell, qui est le directeur adjoint du programme mondial alimentaire et qui nous vient, qui représente la Turquie. Et nous avons le docteur Francesca Bastagli, qui représente le dispositif de développement ou l'Institut de développement d'outre-mer. Alors, bonjour à toutes et à tous. En fait, lors de cette session de travail, nous allons pouvoir aborder non seulement les défis, mais également les opportunités qui s'offrent à nous pour élargir les dispositifs de protection sociale aux personnes déplacées. Mais avant de donner la parole aux membres de notre panel, je voulais partager avec vous quelques réflexions qui sont plus particulièrement liées à ma perspective, puisque je travaille dans le secteur de la migration, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Alors, bien entendu, personne ne sera surpris d'apprendre que la migration figure en très bonne place. C'est une de nos priorités au niveau de la politique européenne, mais également au niveau de la politique internationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'échelon des Nations Unies, nous sommes en train de négocier plusieurs trains de mesures sur la migration et les réfugiés. Et dans le cadre de cette conférence que nous avons eue ici aujourd'hui, nous avons pu effectivement prélever toute une série d'éléments intéressants. Cette conférence arrivait effectivement à point nommé. Alors, je voudrais également insister sur le fait que ce domaine de travail n'est pas un nouveau domaine de travail pour l'Union européenne. Que ce soit en matière de politique de coopération au développement, c'est également une thématique qui n'est pas neuve. Cela fait très longtemps que nous sommes impliqués dans ce domaine. Mais ce qui a changé, bien entendu, ou ce qui a fait changer les choses, c'est l'agenda en matière d'objectifs, en matière de développement durable. Et la migration fait partie intégrante de toutes les considérations qui ont été abordées à ce niveau-là. Et nous abordons la chose, bien entendu, de façon positive, puisque ceci a, bien entendu, une incidence positive sur nos vies. Il y a un impact positif de la migration sur notre quotidien. Et ceci peut, bien entendu, déclencher toute une série d'autres thématiques. Alors, comme je vous l'ai dit, cela figure en bonne place de l'ordre du jour politique de l'Union européenne. Mais ceci fait peser également sur nos épaules énormément de pression. Cela suscite également énormément d'attentes, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités qui se dessinent, non seulement à l'échelon mondial, mais également à l'échelon européen, et ce, dans les circonstances actuelles. Et ce qu'il faut faire, c'est proposer, bien entendu, les bonnes réponses. Et je voudrais insister sur le fait que dans un domaine de travail aussi complexe, il est clair que nous ne pouvons pas continuer à travailler en silo, comme nous l'avons fait par le passé. Nous avons besoin, bien entendu, d'aborder ces thématiques, y compris la migration, sous un angle pluridimensionnel. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons nous situer et proposer des réponses qui sont différentes. Alors, nous avons parlé de l'axe développement humanitaire ou du nœud en matière de développement humanitaire, et c'est probablement un aspect des choses que nous aborderons aujourd'hui, à l'instar d'ailleurs de ce qui a été fait hier. Il faut se dire que ceci se taille la part du lion au niveau de notre programme de travail, bien entendu, mais je pense que ce n'est pas le seul nœud ou le seul point d'approche que nous devons prendre en considération. Il y a d'autres liens, d'autres interrelations qui existent avec d'autres secteurs et qu'il nous faut prendre en considération. C'est pour cela que le rôle de la protection sociale
en lien avec l'humanitaire, en lien avec le développement et en lien avec les politiques migratoires est effectivement un domaine de travail non seulement important, mais un domaine de travail extrêmement puissant. Alors il est vrai que nous avons adopté l'année dernière une nouvelle approche politique, nous le faisons en permanence d'ailleurs, mais l'année dernière a marqué un jalon important, puisque depuis l'année dernière, nous avons décidé de travailler de manière différente au niveau de la Commission européenne en ce qui concerne les déplacements forcés. Alors nous sommes très engagés, nous avons décidé véritablement de déployer cette nouvelle approche, cette nouvelle politique, et nous l'encourageons et nous l'appelons de tous nos voeux, bien entendu. Et nous avons décidé d'inclure et d'élargir l'accès à la protection sociale. Et ces deux paramètres sont au cœur de notre politique et vont de pair également dans le cadre de cette approche politique. Alors, je ne pense pas qu'il soit opportun peut-être de poursuivre davantage encore mes remarques liminaires, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a des relations complexes qui s'opèrent entre ces différents niveaux, entre ces différents noyaux et nœuds que nous avons identifiés, et il y a pléthore de réponses qui peuvent s'avérer nécessaires. Il se peut parfois que nous n'ayons pas toujours les bons outils ou que nous n'ayons pas la bonne compréhension des liens qui unissent ces différentes thématiques. Et c'est pour cette raison qu'il était tout particulièrement utile de se retrouver ici aujourd'hui, et je suis certaine que nos panélistes et que les membres de cet atelier vont nous formuler toute une série de recommandations intéressantes et vont peut-être nous permettre d'identifier les bonnes réponses, les réponses qui nous permettront d'apporter les solutions adéquates à toutes ces solutions, à toutes ces problématiques, et qui nous permettront également d'aller de l'avant. Et sans plus attendre, je voudrais céder la parole au coprésident de cette session. Bien, alors nous allons deux présentations qui vont se succéder. Tout d'abord celle du représentant du ministère turc, ensuite celle de Jonathan Campbell. Nous allons privilégier la situation de la Turquie dans ce cadre-là. Et ensuite, nous demanderons à Francesca de rattacher le cas de la Turquie à une discussion, à un débat peut-être beaucoup plus général. Et c'est pour cette raison que je voudrais sans plus attendre céder la parole à Monsieur Özdag. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, panelistler. Merci, Monsieur le Président, chers membres du panel, chers participants à cette conférence. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui que d'être présent parmi vous. Alors je vais essayer de vous parler aujourd'hui de l'assistance que nous prodiguons, de l'aide que nous prodiguons aux étrangers. J'aborderai le système de protection sociale utilisé dans notre pays et au préalable, je parlerai de toute une série de thématiques afférentes au dispositif de protection sociale en Turquie. Alors en Turquie, nous pouvons considérer que ce système de protection sociale est scindé en trois volets ou repose sur trois piliers: le système d'aide sociale, le système de sécurité sociale et ensuite le dispositif de services sociaux. Alors en ce qui concerne le système d'assistance sociale, nous avons un dispositif d'assistance sociale. Alors au niveau de l'agence turque de l'emploi, nous essayons de collaborer notamment au niveau des chômeurs et de mettre en contact les chômeurs avec des employeurs potentiels. Au niveau de nos institutions, puisque nous en avons plusieurs, nous avons la possibilité de veiller à ce que les employeurs et les employés qui ont un bon niveau de revenu puissent cotiser à ce dispositif. Et grâce à ce système de cotisation, en quelque sorte, nous pouvons financer le système d'assistance sociale et de sécurité sociale. Et nous essayons également pour les retraités de pouvoir veiller à ce que ces personnes puissent continuer à avoir un niveau de vie décent après avoir mené à bien leur carrière professionnelle. Donc nous avons le ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Famille et des Affaires sociales qui sont les principaux ministères impliqués. Alors le ministère de la Famille et de la Politique sociale a pour objectif de fournir toute une série de services psychosociaux à l'attention des personnes en situation de vulnérabilité. Ce ministère est également appelé à prendre toute une série de mesures ou d'anticiper toute une série de mesures ou de prendre des mesures préventives. Alors nous prenons par exemple en considération des abris ou des foyers qui permettent d'accueillir des femmes. Nous avons également tout un dispositif qui a été mis en place pour les enfants. Nous avons également des services de santé, services qui sont payants, mais pour les personnes en situation de vulnérabilité, les cotisations
cotisations qui ont été versées par les personnes dont je vous ai parlé il y a quelques instants, eh bien, pour ces personnes en situation de vulnérabilité, le coût des traitements est couvert par le ministère de la Santé. Donc cela veut dire que ces personnes peuvent bénéficier de services à titre gracieux et de services de santé à titre gracieux. Et la même chose s'applique bien entendu aux ressortissants étrangers. Alors, la gestion des catastrophes naturelles dépend également de ces services, y compris en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, qui est chargé de la coordination des écoles. Et ces dispositifs sont bien entendu ouverts aux étrangers ainsi qu'aux ressortissants nationaux, aux enfants en particulier, puisqu'il s'agit d'éducation, et ce, à titre gratuit également. Alors, sur le transparent suivant, je voudrais vous parler de l'organisation de notre dispositif d'assistance sociale. Alors, nous avons 3 éléments fondamentaux à prendre en considération dans notre pays. Nous avons tout d'abord le ministère de la Famille et des Affaires sociales. Alors, nous avons un fonds spécifique qui nous permet d'avoir un fonds de solidarité et un fonds d'assistance qui ressort du budget général, et la gestion de ce fonds est effectuée par un conseil d'administration chargé de ce fonds, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de récolter les fonds et de permettre sur cette base d'effectuer toute une série de prestations sociales, et ces prestations sociales se font par le biais de toute une série de fondations. Alors, nous avons également des personnes en situation de handicap et leurs familles, ou les personnes issues du 3e âge. Elles peuvent bénéficier d'une aide centrale. La même chose s'applique aux personnes en situation de précarité, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de cotisations qui sont versées au niveau de ce fonds, qui ne dépend pas ou qui est externe au budget général. Et il y a donc des transferts qui s'opèrent en matière du fonds d'assistance et de solidarité. Donc, ce sont 2 fondations, la Fondation d'aide sociale et de solidarité, qui s'occupent de ces fonds. Donc, nous avons un budget général d'1 milliard. Alors, je voudrais à présent vous parler de la façon dont le système de protection sociale fonctionne, que ce soit pour les Syriens, que ce soit pour les Turcs ou que ce soit pour les personnes d'origine étrangère. Il est important de voir comment fonctionne ce système. Donc, nous avons un système d'assistance et d'aide sociale qui est automatisé en quelque sorte et qui fonctionne sur base du numéro de la carte d'identité. Dès le moment où une personne sollicite ce dispositif de protection sociale, jusqu'au moment où le versement est effectué, tout se fait par le truchement de ce dispositif intégré. Les données sont échangées entre 22 organisations qui s'aident, qui coopèrent les unes avec les autres, et qui s'occupent du volet fonctionnel, qui font fonctionner ce dispositif. Et lorsque des améliorations doivent être apportées, eh bien, ces fondations actives dans le secteur de l'aide sociale sont réparties un peu partout à travers le territoire turc. Nous en avons environ 1000. Donc, il y a 1000 fondations de ce type. Et chaque fois il y a des améliorations à apporter ou des annonces à effectuer, eh bien, nous avons la possibilité d'informer ces différentes fondations simultanément, et ce, par le truchement de ce dispositif. Donc, elles sont informées simultanément. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les informations compilées sont enregistrées sur ce système unique. Alors, en ce qui concerne le dispositif d'aide sociale dans notre pays, nous avons, par exemple, une personne qui va se tourner vers ces instances en fonction de leur localisation. Elles vont soumettre leur carte d'identité et soumettre leur demande en matière d'aide sociale. Donc, avec la seule carte d'identité, ces personnes peuvent avoir accès à cette aide, et les données sont encodées par le préposé dans le système automatisé dont je viens de vous parler il y a quelques instants. Tous les éléments sont encodés et peuvent être visualisés. Et bien entendu, il y a également une visite qui est effectuée à l'adresse mentionnée par la personne qui a sollicité l'intervention sociale. Et nous avons
un conseil d'administration qui prend la décision. Donc, ce n'est pas une seule personne qui prend la décision, mais un comité, un conseil d'administration. Alors, il y a toute une série de critères qui sont pris en considération et les personnes qui siègent au sein de ce conseil d'administration représentent des ONG et toute une série d'autres instances. Donc, cette personne peut être jugée éligible ou non éligible pour bénéficier de cette aide. Si cette personne est considérée comme étant éligible, eh bien, par le dispositif, nous pouvons envoyer un SMS, un texto à la personne concernée et le montant peut être versé sur votre compte. Donc, nous travaillons par le biais des services de poste et grâce à cela, les personnes doivent tout simplement se présenter dans le bureau de poste concerné, présenter leur carte d'identité et peuvent obtenir leurs prestations sociales. Donc, la personne concernée peut aller retirer cette aide auprès, par exemple, des bureaux de poste, auprès d'un distributeur automatique, ou peut se rendre au guichet. Il est également possible de se faire livrer cette aide à domicile, notamment pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Donc, les instructions bancaires, tous ces éléments sont gérés, comme je vous le disais, par ce système automatisé unique dont nous disposons. Et une fois que les fonds sont versés par la fondation locale, le préposé peut effectuer l'ensemble des transactions comptables via ce même système. Alors, il est également possible pour nous d'effectuer des études d'impact, donc d'analyser les données des personnes qui souhaitent bénéficier de cette aide en matière de protection sociale, et tout est sécurisé, bien entendu, au niveau de notre système. Donc, nous avons la possibilité d'extraire toute une série d'informations au niveau de ce système et de les analyser. Nous pouvons, par exemple, déterminer le nombre de personnes qui bénéficient de cette aide, de quelle manière nous pouvons augmenter notre budget, dans quelle proportion nous devons augmenter ce budget. Donc, tout ceci se fait par le biais de ces analyses et de ces études d'impact. Régulièrement, nous extrayons des données du système pour pouvoir produire de nouvelles politiques. Alors, sur ce transparent, vous pouvez voir que les Syriens sont effectivement très nombreux dans la partie sud-est de la Turquie. Ils arrivent par l'Irak et la Syrie, et vous pouvez voir quelles sont les régions de prédilection, notamment la zone proche de la mer Égée. Donc, par rapport à ce programme de filet de sécurité sociale, s'entend, nous avons 3 600 000 réfugiés syriens qui sont accueillis en Turquie. Alors, je suis désolée, mais il y a confusion au niveau des transparents. Il y a des transparents qui ont été mélangés. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce dispositif, je ne vais pas m'appesantir sur ce dispositif et je pense que les transparents que j'ai rédigés en anglais sont suffisamment clairs. En ce qui concerne le transparent suivant, nous parlons des filets de sécurité en matière sociale et en matière d'urgence sociale. Donc, à gauche, vous pouvez voir que les Syriens peuvent se porter candidats. Et en vertu de ce système d'urgence, nous avons une dizaine de centres qui sont implantés dans les zones les plus peuplées. Et ces centres ont pour objectif de suppléer, si je puis dire, les centres d'aide sociale. Donc, ils peuvent eux aussi accueillir ces demandes et ils ont accès au même système que nous. Donc, il y a 18 centres et non pas 10, comme je vous le disais. Et pour ceux qui ne sont pas éligibles, la situation est différente. Pour ceux qui sont éligibles, comme je vous l'ai dit, il faut compléter l'ensemble des transactions, à savoir effectuer la visite à domicile. On ne peut pas obtenir, bien entendu, cette aide immédiatement. Et de nouveau, nous avons ce conseil d'administration qui va prendre la décision. Nous créons une liste de personnes éligibles et une autre liste de personnes non éligibles. Et nous avons, par exemple, le Croissant Rouge turc, la Banque mondiale et
ECHO au niveau de l'Union européenne qui dégage les fonds nécessaires pour que l'argent soit transféré à la banque et à ce niveau-là, nous téléchargeons toutes les données des personnes concernées et effectuons les versements. Donc c'est pour cela que ces personnes peuvent utiliser cette carte de débit dont je vous ai parlé, que ce soit auprès de distributeurs automatiques ou que ce soit auprès des bureaux de poste. Alors en ce qui concerne l'aide sociale, vous voyez apparaître ici à l'écran un diagramme. Alors la taille des ménages est de 5,9 personnes, ça c'est la taille moyenne des ménages concernés. Et une fois de plus, ici, grâce au financement européen, donc grâce au fonds ECHO, nous avons un programme de proximité qui nous permet d'allouer des fonds en matière d'éducation. Donc quel est l'objectif de ce fonds ? Eh bien, il s'agit d'allouer des fonds aux familles pour que les enfants puissent fréquenter régulièrement l'enseignement ou une école. Et ce programme fait l'objet d'une procédure identique, c'est-à-dire qu'avec une carte d'identité, ces familles peuvent solliciter cette aide. Et une fois de plus, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a extraction des données et ces enfants qui fréquentent des écoles, qui les fréquentent régulièrement, bien entendu, lorsque les écoles sont ouvertes, nous leur prodiguons toute l'assistance requise. Alors pour les garçons, c'est un montant de 35 et pour les filles, le montant est différent. Donc ce sont des lires turques. Alors je ne sais pas si j'ai encore suffisamment de temps que pour poursuivre ma présentation. Alors sur l'autre transparent, comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de revenir sur les opportunités et les défis. Alors, en ce qui concerne la population syrienne, nous avons un système d'information qui est relativement robuste. Je vous ai dit que nous avions un dispositif d'information intégré. Il est tout à fait fiable, bien entendu, et il est susceptible de bénéficier de différentes ressources. Nous avons 1000 travailleurs sociaux et fondations en matière de travail social qui nous permettent de renforcer ce dispositif et nous pouvons élargir ce système rapidement et nous avons véritablement la possibilité de l'élargir et nous pouvons également rétrécir ce dispositif si nécessaire, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de réviser les critères et ça ne va pas prendre plus d'une semaine ou une dizaine de jours que pour opérer une révision, par exemple, des critères et intégrer tout cela dans notre dispositif informatique. Alors, ce dispositif nous permet d'être fin prêt à toute situation de crise ou toute situation d'urgence et cela nous facilite également la vie, cela nous facilite la tâche. Alors, quid des défis auxquels nous nous heurtons? Nous avons les infrastructures physiques, nous avons les dotations en personnel qui constituent de véritables défis et nous avons été confrontés à des millions de personnes qui ont traversé notre frontière et enregistrer toutes ces personnes n'a pas toujours été aisé. Nous avons éprouvé, il est vrai, quelques difficultés. Cela nous a causé quelques sueurs froides parce que nous n'avions pas les dotations en personnel requises et en termes de langue, nous étions confrontés à certains obstacles linguistiques puisque ces personnes s'exprimaient en arabe et nous n'avions pas suffisamment de membres de personnel qui pouvaient s'exprimer en arabe. Et nous avons dû nous adapter à toute une série de difficultés. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir effectué cette présentation, d'avoir partagé avec nous votre vécu concret. Alors nous avons bien compris ce dispositif. Nous avons entendu toute une série d'exemples concrets, pratiques par rapport aux services sociaux, par rapport aux modalités de fonctionnement, par rapport à la mécanique qui a été mise en œuvre dans le pays, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'enregistrement, les dispositifs de versement. Et ce programme est également cofinancé par toute une série de bailleurs de fonds internationaux. Nous avons parlé du système de filet de sécurité et du dispositif qui a été mis en place en matière d'éducation. Alors nous allons maintenant essayer d'examiner quel est le rôle joué par le Fonds alimentaire mondial en la matière. Bien, comme vous le comprenez bien, nous fonctionnons donc en Turquie
dans un système de protection sociale qui est très développé, puisque vous venez de le comprendre. Ce qui signifie que mettre en œuvre un programme, développer un programme humanitaire devient un exercice très particulier dans ce contexte turc qui vient de vous être présenté. Donc je vais essayer ici de vous expliquer quels sont les liens qui existent entre ce que nous faisons et ce qui se fait déjà en Turquie. D'abord, je crois que ce que nous faisons en Turquie est très innovant. Et lors du sommet alimentaire mondial qui a eu lieu à Istanbul, nous avions déjà pu, donc, et c'est ce que nous essayons de faire, décider donc de la mise en œuvre de ce système qui est totalement donc intégré au système turc existant, mais qui ajoute des mesures de sauvegarde entre guillemets humanitaires. Ceci est financé par ECHO, mais avec intervention de toute une série de partenaires nationaux. Nous travaillons avec le ministère de la Famille qui fait le travail de sélection et de ciblage. Nous travaillons avec d'autres organisations comme l'AFAD, l'unité de gestion des crises du bureau du Premier ministre. Et vous devez donc être enregistré, entre guillemets, pour pouvoir bénéficier de ce programme, et enregistré également au niveau de l'état civil. Donc avec le PAM, ECHO et les États membres, finalement, tout le monde participe. C'est un système qui est prévisible, qui n'est pas limité ni restreint, donc qui permet de mettre en œuvre tous les avantages dont on a parlé hier, et qui offre également des possibilités intéressantes, je crois, de travailler avec UNICEF et d'autres intervenants. Le but étant donc de travailler en réduisant les coûts de ce que nous faisons, en insistant sur l'innovation et sur l'assistance humanitaire ou l'aide humanitaire. Voici donc, la ligne du temps et vous voyez que nous allons très très vite vers un vrai programme de très grande envergure. Nous sommes passés donc au niveau national en novembre, par exemple, après un départ qui était, entre guillemets, purement régional, et nous sommes finalement arrivés en très peu de temps à toucher 1 million de bénéficiaires. Donc, qui bénéficient donc de ce que M. Ramazan vient de vous présenter. Et les paiements devraient maintenant être versés, je dirais maintenant, après donc sélection des participants ou des bénéficiaires au mois d'août. Tout ceci n'a été possible que parce que cette structure préexiste. N'oubliez pas que la Turquie, c'est 3 fois le Royaume-Uni, c'est 2 fois l'Allemagne en termes de taille, de territoire. Donc il fallait pouvoir bénéficier de ce socle, de cette base solide pour pouvoir toucher tous ces bénéficiaires. L'un des rôles clés du Programme alimentaire mondial, c'est de garantir que la gouvernance du système sera, entre guillemets, telle que le programme s'inscrit, entre guillemets, dans les axes prévus au départ, en tenant compte de ce que font déjà les États dans lesquels nous sommes présents. Nous avons donc un bureau de gouvernance qui est généré par ECHO et par notre partenaire en termes de gestion des crises au niveau turc. Le ministre et d'autres, évidemment, sont membres. Nous gérons également ce programme de manière très spécifique, avec colocation notamment de certains de nos personnels, par exemple le Croissant Rouge, le PAM. Nous sommes présents donc
quasiment dans les mêmes bureaux, ce qui crée non seulement un esprit d'équipe, entre guillemets, mais permet également de faciliter la communication. Nous travaillons également sur base de principes importants en matière de responsabilité et de qualité. Nous avons beaucoup travaillé sur le ciblage, sur la modélisation du ciblage avec la Banque mondiale. Et nous mettons l'accent, et la priorité est donnée aux plus pauvres. Nous avons une zone d'inclusion importante, une zone d'exclusion de 9% seulement, ce qui est déjà bien en termes humanitaires, mais nous essayons d'aller encore plus loin pour réduire cela en travaillant avec les SASF sur le terrain. Nous travaillons beaucoup sur la modélisation et le système de transfert de valeur, qui n'est pas encore totalement parfait, mais qui a du sens, je crois, et qui fait déjà une différence. Et nous travaillons donc avec la Banque mondiale sur des simulations d'impact qui montrent que nous sommes sur la voie de l'élimination de la pauvreté chez les populations les plus fragilisées. En tout cas, la population, entre guillemets, affectée par une pauvreté extrême bénéficie de ce que nous faisons de manière claire. Nous avons également toute une série de systèmes de communication qui ont été mis en place parce que c'est fondamental d'avoir cette communication dans les deux sens, entre les bénéficiaires et le programme et inversement. Il y a 23 opérateurs aujourd'hui qui parlent 6 langues avec lesquelles nous travaillons, 6 langues dont les langues des réfugiés. Et si je ne me trompe, nous recevions 350 000 appels avec un temps d'attente de seulement 2 minutes en moyenne, ce qui est bien meilleur que beaucoup d'autres systèmes. Nous avons sur la page du système 53 000 followers. Nous répondons en 1 heure aux questions qui nous sont posées en moyenne. Donc je crois que le système est très efficace et très apprécié également par les bénéficiaires qui utilisent beaucoup Facebook en tant qu'outil de communication. Et nous avons aussi un site internet avec 20 000 followers. Et tout cela nous permet donc d'améliorer en continu les mécanismes qui fonctionnent dans le cadre de ce programme. Le PM, évidemment, est là pour garantir, notamment que nous respections toutes ces obligations qui sont les nôtres en matière de responsabilité. Nous assurons le monitoring de tous les aspects du programme, y compris la distribution, la post-distribution, la vérification des bénéficiaires. Nous faisons également toutes les opérations de réconciliation financière. Nous faisons de l'évaluation et même une évaluation indépendante. Le gouvernement appelle ce programme le programme de cohésion sociale, ce qui est évidemment fondamental pour nous parce que c'est un programme qui permet de libérer les structures nationales d'une certaine pression. Et je crois que l'un des vrais héros que l'on oublie trop souvent de mentionner, c'est la population locale qui souvent est très généreuse et aide beaucoup les populations réfugiées. Et le fait justement d'avoir un meilleur revenu permet aujourd'hui à beaucoup de réfugiés de ne pas dépendre autant des populations locales, et notamment les populations dans ce cas-ci dans le sud du pays et Istanbul. Le système étant mis en œuvre sur base de systèmes nationaux, la population turque le comprend que l'aide qui est apportée aux réfugiés est une aide miroir, entre guillemets, de leur aide, de l'aide dont eux bénéficient en tant que citoyens turcs. Et l'une des choses qui est claire, je crois, c'est que la population turque estime qu'il y a responsabilité conjointe, c'est-à-dire du gouvernement et des institutions internationales, de la communauté internationale. Je crois aussi que ce programme
est possible parce que nous bénéficions de bons partenaires au niveau national, d'un bon socle, entre guillemets, en termes d'institutions au niveau national. C'est ce qui fait la différence, je crois. Et c'est aussi grâce à l'incroyable générosité à la fois du gouvernement turc et du peuple turc que nous parvenons à faire ce que nous faisons là-bas. Mais je crois que ce qui est fait là peut être répliqué certainement ailleurs, y compris en Europe. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Francesca, je voudrais revenir sur certains mots-clés que j'ai entendus dans votre présentation. Je vois ici cette collaboration forte donc, entre un gouvernement et la communauté internationale d'abord. Le bon exemple que vous montrez là d'un pays qui permet donc une vraie cohésion sociale par son action plutôt que des tensions. Francesca, est-ce que je peux vous demander de prendre la parole? Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Deux présentations excellentes. Merci beaucoup et merci pour le travail extrêmement important que vous faites. On m'a demandé, en tant que chercheuse, donc d'intervenir. Je suis chercheuse en protection sociale et j'aimerais peut-être revenir sur certains aspects qui apparaissent aujourd'hui de manière claire lorsque l'on s'intéresse à toutes ces questions en tant que chercheur. J'aimerais revenir d'abord, peut-être avant d'en parler malgré tout, sur les objectifs et les principes de la protection sociale et de l'action humanitaire. D'abord parce que ce qui a été dit lors des présentations ici, et ce qui a été dit donc, pendant ces 2 journées, est très lié à ces objectifs, parfois parallèles, voire similaires, et parfois contradictoires dans certains cas. Le but donc de la protection sociale, c'est d'aider à lutter contre la pauvreté, d'aider des groupes vulnérables, mais également a pour objectif de entre guillemets, créer un système qui permet la redistribution des richesses et également l'aplanissement, entre guillemets, des pics et des creux en termes de revenus que les personnes peuvent connaître dans une vie. Et cela a évidemment un impact énorme. Je crois que les options politiques que nous prenons en termes d'extension de la protection sociale auprès des populations déplacées est un choix fondamental parce que cela donne lieu à toute une série de décisions qui doivent être prises quant au statut légal de la personne réfugiée, quant à la durée du séjour. Ce qui est encore plus important quand on parle de mouvements de population internationaux, les déplacés forcés qui traversent une frontière sont évidemment dans une situation particulière par rapport aux déplacés nationaux internes. Et tout cela doit être pris en compte dans les choix qui sont faits en termes de financement et les choix qui sont faits pour pérenniser les systèmes d'inclusion. Tout cela peut également être associé à ce qu'on a appelé des filets de sécurité, un peu comme on vient de l'entendre ici. Mais ces filets de sécurité peuvent également prévoir toute une série d'autres modes d'intégration dans la protection sociale. Nous avons entendu à l'instant parler d'un système qui met l'accent sur un moyen, entre guillemets, et ça a été fait de manière exemplaire, mais un moyen d'intégrer des réfugiés. D'autres moyens existent et on peut lier action humanitaire et protection sociale au niveau donc, administratif et au niveau de la prestation, entre guillemets, de services financiers, donc du paiement de cash. Mais beaucoup d'autres choses peuvent être envisagées au-delà de ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais peut-être rapidement revenir sur où nous en sommes, entre guillemets, au niveau de la recherche et comment tout cela peut être lié à ce qui a été dit ici. L'une
l'un des sujets sur lesquels beaucoup de chercheurs ont travaillé, ce sont les systèmes et les politiques de protection sociale capables de réagir à des chocs. Donc, comment concevoir un système, comment mettre en œuvre une politique qui garantira que ces systèmes soient suffisamment flexibles et adaptables pour continuer à exister en cas de crise, en cas de choc majeur et pour aider les victimes de ces chocs. Et là, beaucoup de ce travail a été centré sur des chocs de nature économique ou financier, également des chocs et des crises climatiques. Et je crois qu'on peut aller plus loin et qu'il y a encore des espaces là à explorer en ce qui concerne les types de chocs auxquels ces systèmes de protection sociale devraient être capables de faire face. Et quand on regarde les résultats de ces travaux de recherche sur ces secteurs particuliers, donc choc climatique, choc financier et économique, je crois qu'il y a là des conclusions qui ont du sens déjà de manière générale. Je pense notamment à tout ce qui a été produit sur les caractéristiques d'un système de ciblage qui permettra ou qui devrait permettre de développer ces systèmes de protection sociale à une échelle plus grande. Beaucoup de choses ont été faites également pour examiner notamment tous les aspects de contingence financière. Et puis beaucoup d'informations ont été produites, je crois, de différentes sources qui peuvent permettre, si on en tient compte, d'être plus réactif en cas de crise. Ce qui est aussi très cohérent en termes de message, nous l'entendons systématiquement, c'est ceci. Nous avons des systèmes qui doivent être, pour fonctionner, ces systèmes doivent être mis en place avant les crises. Donc très clairement, Jonathan en a parlé, il faut anticiper les crises, ou en tout cas, nous sommes plus efficaces quand nous pouvons, dans un pays donné, intervenir sur base d'un système préexistant. Plus ce système est solide, évidemment, mieux il est capable de s'adapter à une crise. Même si nous savons que dans la pratique, évidemment, très souvent, on réagit plutôt qu'on agit de manière proactive. Et il faut évidemment continuer à réagir lorsque c'est nécessaire. Mais il y a beaucoup d'exemples qui montrent très clairement que ces systèmes, lorsqu'ils sont mis en place au moment où la crise éclate, peuvent également évoluer et à terme devenir un vrai système de protection sociale. Donc il y a un avantage à anticiper, mais aussi un avantage à réagir. Deuxième grand domaine où là aussi, je crois qu'on entend, entre guillemets, beaucoup de choses se faire, c'est tout ce qui est lié à la possibilité d'étendre la couverture sociale aux réfugiés et aux migrants également. Alors parfois, en tant que personnes qui appartiennent à une catégorie particulière, parce qu'un migrant n'est pas un déplacé forcé, mais il y a malgré tout là des choses intéressantes qui sont faites sur notamment la question des barrières à l'intégration, des barrières à la participation, et les travaux qui sont faits à ce niveau-là ont du sens, je crois, également pour des gens comme nous, qui nous intéressons peut-être à d'autres aspects, et notamment intéressants également pour nos collègues turcs qui gèrent une situation de crise. Et donc tous les défis liés à l'identification des bénéficiaires, etc., aux technologies qui peuvent être utilisées, toutes les informations et toute la recherche liée à l'information, à l'échange d'informations, à la langue, à la portabilité des droits également, notamment les systèmes d'assurance et leur portabilité. Tout cela fait l'objet de recherches assez intéressantes également. Troisième secteur qui fait l'objet de beaucoup de recherches, c'est l'évaluation, et notamment l'évaluation de l'impact de la protection sociale sur les individus. Et là, beaucoup d'éléments de preuve existent qui montrent que les systèmes de protection sociale ont évidemment du sens, à la fois pour les populations locales, mais également pour les réfugiés.
les éléments dont nous disposons sont très intéressants et montrent que un système de protection sociale a des impacts gigantesques, divers et variés, non seulement dans la protection sociale à purement parler, mais également au niveau de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des populations. Hier, on a parlé de la dignité, voilà un autre aspect qui me paraît intéressant. Donc nous savons que ces programmes ont des effets énormes sur les populations concernées. Nous savons aussi que la protection sociale peut servir d'outil de promotion de la cohésion sociale. Et là aussi, beaucoup de travaux montrent la réalité de cet impact. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'il y a potentiellement un cercle vertueux qui permettrait donc de mettre en place un système de fiscalité qui permettrait dans de nombreux pays de financer la protection sociale et ce faisant d'améliorer la cohésion sociale, d'améliorer les prestations sociales par exemple, et donc inciterait les gens, puisqu'ils verraient les prestations sociales leur être versées, les inciterait à payer et à contribuer fiscalement au système. Donc ce cercle vertueux peut être promu, je crois. C'est ce que montrent beaucoup de mes collègues. Et nous prêtons particulièrement attention également à d'autres aspects, notamment celui du monitoring. Il y a la nécessaire compréhension de ce qui pourrait empêcher les progrès que je viens de mentionner, l'intégration, la cohésion sociale, parce que j'ai insisté sur les aspects positifs, mais il faut certainement cibler dans la recherche également tous les risques qui existent et qui sont nombreux et qui peuvent empêcher dans certains cas ces systèmes de fonctionner ou qui les détournent, entre guillemets, de leur objectif. Et je pense notamment aux mesures, entre guillemets, de prestations financières qui pourraient, dans certains cas, inciter les gens à ne pas travailler, ou certaines personnes à s'inscrire uniquement pour bénéficier de certaines prestations, et dans certains cas pour, entre guillemets, profiter de certaines possibilités qui existent. Et il faut également réfléchir à l'impact potentiel que les prestations sociales peuvent avoir pour les personnes qui n'ont pas de travail. Que se passe-t-il lorsqu'elles trouvent un travail? Et certaines personnes ne vont-elles pas refuser une possibilité d'emploi pour ne pas perdre leurs prestations sociales? Ce sont des aspects que nous connaissons, dont on débat évidemment dans de nombreux pays. Donc il faut réfléchir à tout cela. Il faut réfléchir également au suivi de certains principes fondamentaux comme celui d'équité et de justice. Certains systèmes peuvent permettre de gérer, entre guillemets, des problèmes de cohésion sociale, mais peuvent parfois aussi créer des tensions, parce que certaines populations peuvent estimer injuste, entre guillemets, que leur argent soit dépensé, entre guillemets, pour financer le bien-être de populations étrangères. Et puis nous avons également tout ce qui est lié à l'impact que la migration et les réfugiés ont sur le marché de l'emploi. Cela ouvre le champ important de recherche de l'emploi, du marché du travail, du fonctionnement du marché du travail. Tous ces sujets-là sont des sujets donc, que certains de mes collègues examinent évidemment au quotidien. Le travail qui est fait porte également sur les questions de discrimination sur le marché de l'emploi, discrimination des travailleurs migrants. Grosse question, est-ce que la migration est un fardeau pour les finances publiques ou une chance? Et là, des études montrent que
beaucoup de possibilités existent et la réponse à cette question est loin d'être homogène, puisqu'on se rend compte que dans certains cas, très souvent, les migrants contribuent davantage au budget de l'État comparé à ce qu'ils coûtent à l'État, entre guillemets. Et donc, le solde est finalement positif. Et puis, à cela s'ajoute la nécessité de compléter ou de complémenter la protection sociale par d'autres politiques plus larges pour stimuler les opportunités d'emploi et assurer l'intégration au marché de l'emploi de ces populations. Pour conclure maintenant, de mon point de vue de chercheur, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent d'assurer ce monitoring, de mieux comprendre comment les choses se font sur le terrain. On vient de l'entendre pour la Turquie. Je crois qu'il faut faire ce travail également ailleurs, comprendre quels sont les mécanismes d'exclusion qui existent encore, parce qu'il y en a, et voir quelles sont les politiques qui peuvent être conçues un peu différemment pour minimiser ces risques. Nous travaillons également sur la manière dont nous pouvons renforcer donc, le lien entre action humanitaire et protection sociale. Et puis enfin, il y a un rôle, je crois, clé à faire, à jouer en ce qui concerne la pérennisation, le caractère durable des systèmes de protection sociale et la capacité ensuite à les étendre pour couvrir ces populations nouvelles. Merci. Thank you very much, Francesca, also for... Merci beaucoup Francesca de nous avoir donné cette vue d'ensemble relativement holistique de la situation, voire même une vision élargie de la situation. Et il est important, bien entendu, de comprendre tout cela pour avoir effectivement les bons éléments de preuve. Alors avant d'ouvrir le débat et la discussion et de vous permettre de poser des questions, je voudrais, si vous le voulez bien, tirer profit du fait que nous ayons au niveau de ce panel d'éminents représentants des représentations turques. Et je voudrais savoir ce dont nous disposons en matière de cohésion sociale et de tension sociale et quelles sont les tensions qui peuvent exister entre la communauté hôte et les personnes déplacées. Alors, je ne sais pas si vous pourriez, sur base de votre expérience, Monsieur Özak, nous en dire davantage. Aslında bu soruya iki yönlü bakmak lazım diye düşünüyorum. Bir, yerinden edilmişler. Bien. Je pense qu'il faut examiner cette question de deux points de vue différents. En ce qui concerne les personnes déplacées, par exemple, j'ai le sentiment que c'est lors de la deuxième session de travail et lorsque Judith est intervenue et nous a parlé de son récit. Donc, il s'agit de cette jeune femme réfugiée qui est arrivée du Rwanda et qui est arrivée en Belgique. Son histoire était tout particulièrement émouvante. Et par rapport à cette histoire, elle nous a expliqué qu'elle avait vécu une véritable deuxième naissance une fois qu'elle avait pu trouver un logement, une fois qu'elle avait pu communiquer avec les personnes de sa famille. Elle nous a expliqué à quel point cela avait été utile pour elle d'avoir pu bénéficier d'un soutien en matière de transfert et en matière de liquidité. Et puis, elle a pu finalement retrouver un travail, etc. Et je pense que c'est avant tout une question d'adaptation qui intervient ici. Ces personnes doivent s'adapter à la nouvelle société dans laquelle elles sont censées évoluer. Elles doivent s'adapter à ce nouveau type de vie. Alors, en ce qui concerne la vie dans la société, nous devons tenir compte, bien entendu, du pourcentage de personnes qui sont d'ores et déjà des bénéficiaires des systèmes de protection sociale. Et les tensions qui peuvent, bien entendu, se dessiner doivent faire partie intégrante des choses auxquelles il convient de s'attendre. Nous avons, par exemple, de notre côté, ouvert 17 nouveaux bureaux qui sont exclusivement destinés à venir en aide aux réfugiés syriens. Effectivement, nous avons été confrontés à d'énormes tensions, notamment au niveau de la population turque. Beaucoup de personnes de la population turque nous disaient « Oui, mais ces personnes arrivent en Turquie et elles vont nous priver des aides que nous étions censés recevoir. » Donc voilà ce que je puis vous dire pour vous parler de la situation que nous avons vécue.
Alors, je ne sais pas si au niveau des membres du panel, il y a des compléments d'information que vous pourriez proposer ou si vous avez des questions à poser aux membres de notre panel. Je m'appelle Jean-Marie Garelé et je suis le représentant adjoint et je suis présent également en Turquie. Je voudrais vous remercier pour les présentations très intéressantes que nous avons entendues. J'aurais un commentaire question en quelque sorte à formuler. Étant donné que je suis basée en Turquie, comme je viens de vous le dire, j'ai eu la possibilité d'être le témoin du travail colossal qui a été déployé pour mettre en place ce dispositif qui gagne de plus en plus en puissance et en importance. Alors, il faut savoir qu'en Turquie, il y a un système de protection sociale qui est très détaillé. Je pense que les différents piliers et composants ont bien été détaillés par le représentant de la Turquie, par le représentant du ministère de la Famille et de la Politique sociale. Alors, par rapport à la composante d'aide sociale, tout ce qui tourne autour des transferts de liquidités ou de la protection sociale, comme par exemple l'accès aux services sociaux, est quelque chose de très bien développé et qui est très important en ce qui concerne le niveau de protection dont peuvent bénéficier ces populations. Alors, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais m'appesantir, à savoir le suivant. La position qui a été prise par la Turquie a été de donner à ces réfugiés le droit de travailler en Turquie. Et je pense que c'est une réalisation assez remarquable, c'est un acquis assez remarquable, c'est-à-dire qu'on a directement lié l'accès à l'assistance sociale à court terme, l'accès aux services sociaux et qu'on a relié directement cela à la possibilité pour ces populations d'avoir un moyen de subsistance et de décrocher un emploi. Donc c'était plus un commentaire qu'une question, mais je pense que comme je suis basée en Turquie, j'avais peut-être un regard également qui pouvait ou un éclairage qui peut être intéressant. Bonjour, je m'appelle David Badgett. Je travaille auprès du ministère des réfugiés en Afghanistan et je voudrais tout d'abord vous remercier pour les remarques et commentaires qui ont été formulés. J'ai une question à poser à Monsieur Campbell et Monsieur Ozdak. Vous nous avez parlé d'un système d'assistance qui a été mis en place pour les réfugiés. Vous avez beaucoup parlé des réfugiés syriens, mais est-ce que ce dispositif est également à disposition des réfugiés afghans, irakiens, etc. Parce que vous avez principalement parlé des réfugiés syriens. Alors peut-être pourrait-on prendre d'autres questions si cela vous convient? Oui, bien sûr, ce dispositif n'est pas uniquement accessible aux réfugiés syriens. C'est un système qui est accessible à l'ensemble des réfugiés étrangers. Alors, le soutien que nous recevons de la part d'ECHO nous permet de couvrir, bien entendu, la totalité des réfugiés. Alors, il est vrai que nous avons 92% de Syriens et 8% de réfugiés qui sont d'autres nationalités. Ceci explique pourquoi nous avons principalement mentionné les Syriens. Et l'autre groupe, et c'est un groupe d'Afghans d'ailleurs, les 8% sont principalement représentés par des personnes d'origine afghane. D'autres questions? Oui, bonjour. Je vais parler en français. Je suis Madame Koné. Sissi Odile Dako, je suis la directrice nationale adjointe de la protection sociale et de l'économie solidaire au Mali. Donc, je veux juste faire un commentaire et peut-être qui peut être transformé en question. Il s'agit des tensions qui existent au niveau des populations qui arrivent déplacées sur les populations déjà autochtones. Je pense que c'est à peu près la même chose, en tout cas au Mali. Quand ces populations déplacées arrivent, ceux qui sont déjà là sont très frileuses déjà. Mais bon, je pense qu'il y a une priorité chez nous qu'on donne aux personnes déplacées, aux rapatriés. Chaque fois que ça vient, bon, on peut dire c'est un peu la politique. Ils vont peut-être faire la guerre ou en tout cas beaucoup de mouvements pour dire qu'ils sont là. Et automatiquement, la population, les politiques prennent en charge rapidement pour les loger. En tout cas, tout ce qui est gestion de ces personnes déplacées, ça c'est vite fait. Et ça trouve qu'ils viennent trouver qu'il y en a qui sont déjà là et qui n'ont pas aucune prise en charge. On voit déjà la nécessité de prendre en charge ceux qui sont là, mais ceux qui arrivent, on donne la priorité à ces gens. Voilà un peu comment ça se passe chez nous. Merci. Merci. Any other question now, please? Bonjour, d'autres questions peut-être? Je suis le directeur de protection sociale en République démocratique du Congo. J'avais une petite question, je crus comprendre de la part de monsieur le représentant de la Turquie que lors de paiement de prestations monétaires, que le garçon obtenait
les hommes obtenaient beaucoup plus que les femmes, ou les garçons beaucoup plus que les filles. Est-ce que vous pourriez expliciter la raison de cette discrimination, s'il vous plaît? Thank you. Maybe last one and then we will... Une dernière question peut-être avant de donner la parole aux membres du panel. Oui, je vous en prie. Moi, c'est Mbaïgueden Bayrou, je suis le directeur général des études et du plan au Tchad. Au Tchad, donc c'est le ministère de l'économie et de la planification du développement. C'est des sujets intéressants. Vous savez qu'au Tchad également, nous accueillons beaucoup de réfugiés depuis des dizaines d'années, d'abord de Darfour, ensuite des pays voisins autres. Donc, nous essayons également de nous occuper de ces réfugiés. Mais le problème des autochtones, ça se pose. Et nous, particulièrement au Tchad, vous savez que l'habitude des camps, parce que généralement les réfugiés sont dans des camps, ce n'est pas dans notre culture. Il y en a qui sont directement intégrés dans des familles également. Et là, le problème se pose en leur prise en charge. Mais également, la tension surgit surtout que, sur l'environnement, sur le problème de répartition de terres et sur autres aspects, comme vous pouvez le constater. Bon, tout dernièrement, nous essayons avec les transferts, le projet filets sociaux, d'essayer de capter ces personnes-là comme des actifs, un investissement, parce qu'ils viennent avec leurs connaissances, tout cela. Donc, est-ce qu'au niveau de Turquie et autres, comment est-ce l'exemple là-bas se passe? Parce que, par exemple, pour ceux de Darfour, c'est depuis plus de 15 ans qu'ils sont déjà là, sont devenus même des autochtones. Des tentatives, des projets de ces gens ont été menés, mais beaucoup plus ont échoué. Alors, cet aspect avec la mentalité qui ne veulent pas vivre au camp et veulent devenir des autochtones ou bien participer au développement. Voilà le défi que nous avons, mais nous n'avons pas une approche vraiment très nette. Je ne sais pas si l'exemple des autres pays tels que la Turquie, comment ils envisagent. Je vous remercie. Thank you. Mr. Rosdak, would you like to start? Tout d'abord, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension ou de conflit. Il y a bien entendu des conflits et des tensions. Mais j'ai essayé de vous expliquer tout cela dans mon exposé en parlant des défis. Et je vous ai parlé des défis en matière d'assistance sociale et de protection sociale. Il est vrai que toutes ces personnes qui bénéficient de l'assistance sociale ou de l'aide sociale sont parfois quelque peu rejetées. Effectivement, il y a une certaine tendance au rejet au niveau de la population. Et il n'y a pas véritablement de mesure qui a été prise en la matière par le gouvernement. Tout dépend un petit peu de la structure de notre société. Et cela dépend également de la zone géographique de la Turquie. Vous le savez, les Syriens sont d'origine arabe et il y a parfois certains liens de parenté qui existent entre des Syriens, d'une part, et des ressortissants turcs. Alors, ce ne serait pas correct de vous dire qu'il n'y a pas de conflit ou qu'il n'y a pas de tension. Il y a des conflits et des tensions, mais tout dépend de la situation, de la localisation. Il y a parfois des Syriens qui deviennent effectivement des criminels. Nous avons parfois également des cas d'extradition. Et en ce qui concerne l'autre question qui m'a été posée, vous avez demandé donc pourquoi il y avait plus qui était octroyé aux filles par rapport aux garçons, ou pourquoi il y avait des différences de montant entre les deux. Sur base de notre Constitution, il existe une discrimination positive en faveur des filles. C'est pour cette raison que nous avons décidé de leur allouer un montant plus élevé. Et nous avons parlé de ces différentes questions avec les différentes parties prenantes et les différents intervenants. Et nous nous sommes dit qu'il était opportun, effectivement,
d'appliquer ce dispositif également aux étrangers, parce que généralement, les jeunes filles fréquentent nettement moins les écoles. Elles ne sont pas envoyées dans les écoles, en tout cas pas spontanément. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'accorder plus d'attention aux jeunes filles et de leur octroyer un montant plus élevé pour que ces jeunes filles soient envoyées dans les écoles et puissent être scolarisées. Donc, ce que nous voulons faire, c'est promouvoir la scolarisation des jeunes filles. C'est pour cette raison essentiellement que le montant est différent et plus élevé pour les filles par rapport aux garçons. Parce que malheureusement, alors en ce qui concerne la troisième question, je voudrais qu'on me la répète parce que je n'ai malheureusement pas pu comprendre quelle était la teneur de cette question. Evet. Chad, from Chad. Üçüncü soruyu kim sormuştu? Ha, buradan galiba biri sormuştu ama. Sorunuzu tekrar edebilirseniz. It was about the camps and the communities. Could you please, Mr. De Chad, rephrase the question so it could be easier for Mr. Hostak to reply? Ok, moi la question c'est le défi parce que on accueille des réfugiés, des personnes ou bien les retournés. Quand ils viennent, ils vont dans la famille. Leur prise en charge pose déjà un problème. L'autre aspect c'est de comment est-ce là-bas on gère cette prise en charge. Et également, est-ce qu'il y a une perspective pour ceux qui restent? Nous sommes en train de vouloir les admettre, puisqu'il y en a qui sont restés pendant longtemps. Les perspectives de retour sont maigres. Les considérer, les impliquer dans le développement. C'est ça la question. Est-ce que l'approche là-bas est la même? Donc, voilà. Je vous remercie. Jonathan, you will conclude. Thank you. I will reply to that question. Je vais répondre en fait à cette question si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je pense que la situation en Turquie est légèrement différente de la vôtre. Nous n'avons pas véritablement de personnes qui sont accueillies dans les familles. Généralement, les réfugiés vivent avec leur propre famille, mais ne sont pas accueillis par des familles locales. Donc, ils sont généralement dans des camps. Donc, ces réfugiés se retrouvent dans des camps. Cela représente quelques 8% des réfugiés syriens en Turquie. Nous avons toute une série de dispositifs d'aide qui ont été mis en place au niveau des camps qui ont été créés. Alors pour ceux qui ne sont pas syriens, ils vivent généralement au niveau de leur communauté et ils vivent également avec leur propre famille. Alors quid des personnes qui restent plus longtemps? Eh bien, si elles décident par exemple de s'intégrer dans la vie de la Turquie, de participer à la vie locale, nous avons, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, un système informatique qui nous permet donc de suivre ces familles et cela nous permet de voir si par exemple ces personnes ont un permis de travail officiel, si elles ont rejoint le secteur du travail officiel, si elles payent leurs cotisations sociales grâce à leur salaire, etc. Et nous essayons de garder trace de ces personnes pour voir à partir de quel moment elles ne seront plus nécessairement éligibles au niveau du dispositif d'aide sociale. Et je voudrais également revenir au commentaire qui a été formulé par notre collègue du Mali. Vous avez parlé effectivement des nouveaux arrivants par opposition à ceux qui étaient d'ores et déjà présents sur place en tant que réfugiés. Alors vous devez savoir que notre système fonctionne pour les deux groupes, que ce soit pour les personnes qui étaient déjà présentes. Certains Afghans sont par exemple présents dans notre pays depuis un certain laps de temps et nous couvrons également les nouveaux arrivants dès qu'ils ont effectué bien entendu leur inscription initiale, donc l'inscription avec la carte d'identité, le dispositif qu'on vous a expliqué il y a quelques instants. Okay, since we still have a few minutes left. Alors, étant donné qu'il nous reste encore quelques minutes, je voudrais vous poser une autre question, Francesca, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et cette question que je voudrais vous poser est la suivante. Quels sont les prérequis qu'il faut rencontrer avant que des dispositions en matière de protection sociale ne puissent être élargies à des réfugiés ou à des personnes déplacées?
Bien, nous avons pu entendre à quel point il était effectivement important que des programmes et des systèmes soient mis en place préalablement à une situation de crise. Et nous avons étudié certains cas particuliers. Nous avons vu à quel point il était important effectivement que des systèmes soient mis en place au préalable pour pouvoir être déployés en période de crise. Alors par rapport aux prérequis, je dirais que cela fait partie intégrante de ces prérequis et cela peut avoir une incidence considérable sur notre travail. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut qu'il y ait des programmes et des systèmes qui soient en place préalablement à une crise pour que l'on soit fin prêt au moment où la crise survient à faire face à la situation de crise. Et ceci englobe bien entendu d'autres mécanismes de ciblage. Il faut avoir des systèmes par exemple qui soient suffisamment souples, suffisamment flexibles. Il faut voir quel sera le public cible, quelles seront les sources d'information, quelles vont être les modalités de mise en œuvre au niveau de la gestion du dispositif en question, quelles sont les connaissances ou les éléments dont il faut avoir connaissance pour pouvoir créer un effet de levier et avoir une gestion sans heurts de ces systèmes et pour pouvoir transférer les liquidités sans difficulté. Donc ça, ce serait un autre prérequis. Un autre prérequis aurait trait à une clarification des objectifs, à savoir quels sont les besoins qui doivent être soulagés de façon temporaire et de façon immédiate, quels sont les dispositifs de filet de sécurité qui peuvent être mis en place, qu'ils soient davantage court-termistes ou qu'ils se situent davantage sur le moyen terme. Il faut également avoir une idée très très claire de tous ces paramètres et de toutes ces choses, surtout lorsque nous devons parler par exemple des dispositions qui pourraient être prises, des prestations qui pourraient être proposées. Et puis un autre élément me semble être directement rattaché à la nécessité de promouvoir la cohésion sociale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas censés aggraver, voire même déclencher la moindre tension, le moindre ressentiment, sentiment de ressentiment au niveau des populations. C'est quelque chose de fondamental, me semble-t-il, que d'éviter ce phénomène de ressentiment ou de réticence, notamment par rapport au niveau de transferts qui sont octroyés aux différentes populations concernées. Et ce faisant, il est fondamental, bien entendu, de considérer la population dans son ensemble et de considérer également dans ce dispositif la population locale. Et puis finalement, je dirais qu'il y a un autre prérequis à prendre en considération, notamment en matière de protection sociale. Il faut bien entendu cibler une protection sur le long terme. Cela coule de source, mais il faut veiller à ce que l'on ne verse pas, si je puis dire, dans une opération qui resterait purement humanitaire. Il est fondamental, bien entendu, de pouvoir étoffer le système de protection sociale et de veiller à ce qu'il puisse rester pérenne au fil du temps. Merci beaucoup, Francesca. Alors, je pense que le moment est venu de faire une pause, mais une toute dernière intervention avant que nous ne clôturions les débats. Parole, je suis professeur Manzambi de la République démocratique du Congo. Ma question s'adresse beaucoup plus à madame qui s'occupe de la recherche dans le panel qui est présent. C'est en rapport avec les recherches, les études d'impact qui sont faites sur le terrain. Le premier aspect de ces études concernerait le représentant du PAM. Est-ce que les bailleurs de fonds ou les organismes internationaux qui vont sur le terrain, surtout dans les pays pauvres, est-ce qu'ils peuvent dire déjà que dans les budgets dont nous disposons, nous avons une enveloppe pour la recherche, dédiée à la recherche, pour faire en sorte que les scientifiques locaux, les chercheurs locaux puissent s'impliquer dans la recherche éventuelle sur le terrain. Deuxièmement, c'est en rapport avec la validité externe des études qui sont menées. Qui sont les chercheurs impliqués dans les études qui se font sur le terrain? Est-ce que les organismes eux-mêmes, les bailleurs eux-mêmes font leurs études en interne et les publient, on les apprend? Bon, évidemment, j'ai vu récemment au Canada, dans un forum international qui s'est clôturé la semaine passée sur la nutrition infantile, on a vu qu'il y a des universités qui sont impliquées dans ce type de recherche. Alors, récemment, j'ai envoyé des étudiants dans un organisme international pour étudier l'impact de certaines actions sur une certaine catégorie de personnes. Les portes étaient fermées sur les données comptables. Est-ce que les organismes peuvent s'ouvrir aux chercheurs externes pour avoir accès à certaines informations qui permettraient d'apprécier
je dirais d'une certaine manière, l'impact des actions des organismes sur les populations locales. Parce que là, j'ai vu comme si il y avait une espèce de secret sur la communication de certaines informations. Je vous remercie. And just maybe in 20 seconds, can you... Sorry. The question is Alors, la question que vous venez de poser est partiellement adressée aux bailleurs de fonds, mais en ce qui concerne les recherches et les chercheurs, effectivement, ce sont des chercheurs locaux qui sont impliqués, généralement conjointement peut-être avec d'autres chercheurs, donc les études d'impact. Et en ce qui concerne les études d'impact et les personnes qui peuvent y participer, il y a toute une série d'instruments, de types d'études qui peuvent être menées à bien. Certaines sont commanditées, par exemple, par les bailleurs de fonds. D'autres études sont commanditées par d'autres instances. Donc, cela varie au cas par cas, cela varie en fonction des pays, cela varie également en fonction des objectifs de ces études. Par exemple, dans le cadre de certaines évaluations, il s'agit d'évaluer l'impact, par exemple, d'une intervention spécifique. Dans d'autres cas de figure, il s'agira d'évaluer quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste. Donc, ceci pour vous dire qu'il y a toute une série d'informations et de sources d'informations qui peuvent être prises en considération. Tout dépend des modalités qui existent et tout dépend des questions politiques qui sont posées également. Mais idéalement, ce travail est effectué, je vous le confirme, par des chercheurs locaux et généralement, les données sont mises à disposition préalablement à l'analyse, mais je voudrais peut-être donner la parole à Jonathan qui va pouvoir apporter un complément d'information. Alors, en ce qui concerne cet aspect recherche, c'est quelque chose qui est une des conditions essentielles d'ECHO, c'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait un échange d'informations et un partage des données. C'est une condition sine qua non au niveau d'ECHO. Et en ce qui concerne la Turquie, nous avons un protocole de protection des données qui est assez important. Donc, nous ne pouvons pas toujours partager l'ensemble des données dont nous disposons. En tout cas, pas à l'instar de ce que nous pourrions faire dans d'autres pays, puisqu'il y a effectivement des contrôles qui sont exercés. Mais dans la plupart des pays où nous travaillons, nous essayons bien entendu de rendre nos données accessibles à d'autres chercheurs. Donc, il n'y a pas véritablement de données secrètes en ce qui concerne les autres pays. Alors, je pense que nous pouvons conclure ici. Je voudrais une dernière fois remercier les membres du panel, Francesca, Monsieur Ozdag et l'ensemble des participants qui se sont joints à nous. Je pense que le moment est venu de faire la pause café et nous revenons ici en salle pour la plénière à 11h30.